Bonjour, merci d'être aussi nombreux pour cette nouvelle séance du cycle Art et archéologie du judaïsme. Alors nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Dominique Jarassé, qu'on connaît bien au musée, qui est un grand spécialiste des synagogues auquel il a consacré plusieurs ouvrages sur les synagogues, les synagogues françaises, les synagogues tunisiennes, les synagogues à travers le monde. C'est aussi un spécialiste de l'art juif, auquel il a consacré un ouvrage intitulé « Existe-t-il un art juif ?», publié par Adam Biro dans un premier temps, qui a été réédité ensuite par la maison d'édition qu'il a créée, Esthétique du divers. C'est aussi, et ça n'est pas la moindre des compétences qui nous intéressent ici, un spécialiste de la collection d'Isaac Strauss, dont vous savez qu'elle constitue le noyau de notre collection, déposée par le musée de Cluny, acquise au XIXe siècle par Charlotte de Rothschild, donnée au musée de Cluny, et que le musée de Cluny nous a déposé en 98, d'où viennent les plus grands chefs-d'œuvre de la collection du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et puis plus récemment, il a consacré un ouvrage à Osiris, toujours chez Esthétique du divers. Mais aujourd'hui, c'est à la synagogue de la rue Pavée, qui est un objet architectural et confessionnel non identifié, j'ai envie de dire, qu'il consacre cette conférence, et je le remercie. Dominique, c'est à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie de votre invitation à parler de la synagogue de la rue Pavée. On peut dire mondialement connue, on peut le dire. Non pas tant à cause de la communauté Agudat Akeilos, que du fait que c'est une synagogue de l'architecte Hector Guimard, dont la notoriété peut-être a subi des hauts et des bas, en particulier de son vivant, le malheureux, mais qui aujourd'hui est évidemment un des grands maîtres de l'architecture du début du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle, de la période Art Nouveau certainement, on va y revenir, bien sûr sur cette notion et sur le fait que j'ai délibérément annoncé un sujet qui touche à la fois à l'orthodoxie et à l'art nouveau, pour essayer de faire une sorte de télescopage, peut-être même, ça paraît une oxymore, d'associer évidemment le nouveau, la modernité et l'orthodoxie. C'est mieux comme ça? D'accord. Et donc, oui, je disais, c'est évidemment la figure d'Hector Guimard qui est majeure, d'où le fait que je me permettrai quand même aussi de parler des autres, c'est-à-dire non pas seulement du maître d'œuvre, mais aussi du maître d'ouvrage, c'est-à-dire la communauté elle-même. Ce que je peux en savoir, car d'emblée, c'est un dossier sur lequel je n'ai peut-être jamais travaillé suffisamment, et sur lequel il y a encore bien des choses à trouver, car il y a bien des questions. Et vous verrez que ma présentation, cette conférence, soulèvera des questions, parce qu'il y a une actualité de cette synagogue. Il conviendrait, on envisage de la restaurer, ce qui serait fondamental, parce que c'est un bâtiment évidemment magnifique qui le mérite, mais éminemment complexe, je dirais, pour lequel les décisions à prendre en termes de restauration sont très complexes. J'en soulèverai quelques-unes, et je vous montrerai aussi, d'une certaine manière, un peu les lacunes actuelles. On peut espérer toujours, évidemment, que des chercheurs prennent la relève et qu'on poursuive le travail, des lacunes auxquelles nous sommes confrontés. Donc, la perspective que je veux développer est ce paradoxe, en quelque sorte, et on l'a souvent présenté comme ça, du fait qu'une communauté orthodoxe, alors quand on entend orthodoxe, évidemment, on voit tout de suite tradition, on voit enfermement. C'est peut-être pas si simple, justement. Certainement, surtout dans ces années 1900-1910, où l'orthodoxie a plusieurs visages, et entre autres, va prendre le visage de la synagogue de la rue Pavée, c'est-à-dire d'un édifice avec pignon sur rue, parce que les orthodoxes, d'habitude, ils sont dans un petit oratoire caché, on ne les voit pas. Non, là, délibérément, et je crois savoir pourquoi ils ont opté, si vous voulez, pour construire une synagogue et ne plus se contenter de leurs petits oratoires disséminés dans le Marais ou dans le 11e. Donc ça, c'est un point fondamental pour moi, c'est que l'orthodoxie va trouver avec cette synagogue une sorte de lieu symbolique, d'ancrage,
Parce qu'il y a d'autres synagogues orthodoxes qui ont été faites avant. Je pense en particulier à celle de la rue Cadet. Mais elle est absolument symptomatique de la discrétion, entre guillemets, habituelle des orthodoxes, en France, hein, en France. Parce qu'alors là, des synagogues avec pignon sur rue, de véritables cathédrales orthodoxes, ça existe en Europe centrale, ça existe aux États-Unis. Je vais me restreindre, évidemment, à une perspective française, où la synagogue est quand même pilotée par un système consistorial qui est très assimilateur et qui pousse beaucoup à adopter les modèles chrétiens. Enfin, nous allons être justement dans la situation d'une réflexion sur ces notions-là. Il y a un modèle consistorial qui s'est quand même développé en France indéniablement et qui s'est presque imposé jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État. Et je vous montrerai un ou deux exemples à peu près contemporains pour montrer la différence. Donc, insister sur orthodoxie et art nouveau, parce qu'il y aurait donc une sorte de paradoxe que des orthodoxes s'adressent à un architecte dit moderne pour construire une synagogue et surtout une grande... Alors, elle n'est pas grande, elle est sur un terrain absolument terrible. Je vous montrerai le plan du terrain. Il fallait être Guimard pour accepter un projet comme cela, parce que très franchement, c'était quasi impossible d'installer une grande synagogue à cet endroit-là. Vous allez le voir, le terrain est de travers et il n'est même pas entier. La parcelle n'est même pas entière. Donc, il y a donc ce paradoxe qui repose sur, d'une certaine manière, un peu des a priori que nous pourrions avoir sur la vision de l'orthodoxie. Et c'est aussi pour ça que j'insisterai sur le maître d'ouvrage, si vous voulez, donc, assez longuement dans cette présentation. Alors, j'ai commencé déjà l'introduction, vous l'avez bien compris, car il convient de se souvenir que nous allons voir... cette synagogue est construite entre 1913 et 1914. Elle est construite très très vite. Voilà déjà un des arguments pour lesquels Guimard, je dirais, est sollicité. Nous sommes en 14, donc après la séparation de l'Église et de l'État de 1905, qui a totalement bouleversé la situation des cultes en France. Comme vous le savez, je ne vais pas évidemment vous faire l'historique, mais il faut bien en mesurer les conséquences. Les conséquences, c'est qu'en particulier, désormais, il y a des associations cultuelles, et non plus des consistoires qui étaient eux-mêmes, dont le pouvoir émanait du ministère des cultes, qui transmettaient en quelque sorte à ces consistoires un pouvoir que les responsables des consistoires tendaient à croire comme absolu. Ils se sont toujours référés à Napoléon Ier, hein, même encore aujourd'hui. Hein. Donc, pourquoi ? Parce que c'est l'ordre et c'est, je dirais, une sorte de structure parfois coercitive qui s'était imposée et qui fait qu'on ne faisait absolument pas librement une synagogue. Ce n'est pas un hasard que la synagogue, l'oratoire Copernic, est créé en 1907. Pourquoi ? Parce que 1905, tout d'un coup, libéralise en quelque sorte la possibilité d'ouvrir des oratoires de tendance non consistoriale, et de ce fait, on va avoir une multiplication des oratoires orthodoxes. Pour autant, les orthodoxes n'ont jamais attendu l'autorisation du consistoire pour ouvrir des oratoires. Hein. Ils se sont toujours débrouillés pour avoir leur propre synagogue. Et donc je disais par exemple Cadet a été ouvert en 1897, si mon souvenir est bon, donc encore dans le système, je dirais, concordataire. Pour autant, on les a laissés faire, c'est même fait avec la bénédiction d'ailleurs du consistoire de cette époque, parce que aussi c'était quand même des orthodoxes, quand même, mais quand même des Alsaciens, des Lorrains, des Allemands. Vous voyez. Là, nous allons avoir affaire à des communautés russes et polonaises, ce qui soulève une autre question qui est d'une immigration plus ou moins récente et avec quand même des relations assez conflictuelles, vous allez le voir, avec le consistoire. Mais le consistoire, en 1905, il est censé disparaître. Alors, vous savez que les Juifs sont tellement attachés au consistoire qu'ils les recréent. Hein? Ils doivent faire des associations cultuelles israélites, et la ACI, c'est commode. Ça peut même être peut-être association consistoriale israélite, vous voyez, pour réintroduire le consistoire sous une forme déguisée. Donc, la diversification des communautés, la diversification des rites a été favorisée, c'est indéniable, par la loi de 1905.
Qu'en est-il de l'architecture synagogale? Il faut que j'aille vite. De l'architecture synagogale en 1914, eh bien, le grand modèle consistorial, qui était en France essentiellement la grande synagogue basilicale. Pensez, le chef-d'œuvre du genre, c'est la synagogue de la rue de la Victoire, hein, c'est-à-dire un plan d'église. Quand on peut, on essaye d'éviter la croisée du transept. Quand on peut, hein, mais si l'architecte a mis une croisée du transept, bon, bah, comme à Dijon, on s'en accommode. Hein. Donc, le plan basilical est un chœur dans lequel se fait le culte parce que les fidèles sont désormais des gens qui assistent au culte et non pas des gens qui participent, ou très peu. D'ailleurs, les bancs sont disposés de manière transversale parce qu'on regarde. Ça, c'est le modèle consistorial. Ce modèle-là a été mis en cause très tôt, déjà lorsqu'il y a eu des réformes en Allemagne. Enfin, ce sont des vieux débats qui ont traversé le 19e siècle, hein, attention. Les orthodoxes, justement, des tendances orthodoxes apparaissent à partir du moment où ces modèles-là s'imposent, et en particulier où on met la théba près de l'arche sainte, et surtout, on introduit l'orgue. Vous savez que c'est sur l'orgue que parfois s'est fait la dissociation entre des communautés traditionnelles orthodoxes, orthodoxes si on veut, et des communautés consistoriales. Donc cette question de l'orgue, elle n'est pas secondaire, hein, elle est au contraire, comme on dit de nos jours, alors je mets 4 guillemets, hein, clivant, vous voyez. Bon. Donc le modèle consistorial sera justement le modèle contre lequel, en quelque sorte, Guimard doit s'imposer, puisque les Juifs, il n'aura pas, je ne pense même pas qu'il ait éprouvé le besoin d'aller visiter la synagogue de la rue de la Victoire lorsqu'on lui a commandé une synagogue, hein, parce que ce n'est pas du tout cela le modèle. Alors après 1905, comment ça se passe côté consistorial, côté, je dirais, judaïsme traditionnel consistorial? Eh bien, ce sont les mécènes qui prennent le relais, puisque désormais, il faut que les communautés se débrouillent toutes seules pour construire, qui prennent le relais et qui proposent, je vous en montre 2 exemples, et qui proposent à des architectes, juifs si possible, et c'est le cas pour les 2 projets financés par le baron de Rothschild, à Boulogne, où une magnifique synagogue était édifiée par Emmanuel Pontremoli, alors là, Grand Prix de Rome, qui a travaillé en Grèce et qui propose pour la synagogue de Boulogne une chapelle orthodoxe, mais orthodoxe chrétienne, chapelle grecque si vous voulez, hein, plan centré, parce que la question du plan basilical et la question du plan centré est une des clés de compréhension de l'évolution de la synagogue, selon les pays, ainsi de suite. En France, le plan basilical s'était beaucoup imposé. Mais, comme par hasard, là, les plans centrés apparaissent de plus en plus. Et ils vont d'ailleurs se répandre dans le monde entier. Hein. Aux États-Unis, toutes les synagogues des années 20, des années 30, la majorité de ces synagogues ont des plans centrés et sont sur des modèles byzantins. En face, Lucien Beichmann, qui réalise, dans les mêmes circonstances, dans le 15e, la synagogue de la rue Chasseloup-Loba, magnifique édifice, hein, avec une structure de bois à l'intérieur qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Hein, c'est un très très bel édifice. Mais plan centré et bien évidemment plan classique de chapelle. On ne peut pas appeler ça autrement, de chapelle ou de petite église orthodoxe chrétienne, d'Orient. Vous comprenez que, évidemment, ces modèles ne peuvent pas fonctionner et que d'une certaine manière, ça va être la force de Guimard de se détacher des modèles de synagogue. Vous savez, les architectes sont très souvent gênés par le programme de la synagogue. Ils ne savent pas ce que c'est. Sauf, évidemment, ici, nous avons affaire à des architectes juifs. Mais tout au long du 19e siècle, vous avez des architectes qui ne savent pas ce que c'est qu'une synagogue. Ils se disent, je vais faire une église, point. Et puis ça fonctionnera, ils s'adapteront. Hein, c'est tout à fait étrange, hein, cette débat. Alors, le maître d'ouvrage, c'est l'Agudas Akeilos. C'est donc un regroupement d'associations juives, russes et polonaises de 9 communautés qui avaient leurs petits oratoires. Je vais vous donner la liste un peu après, qui avaient leurs petits oratoires dans le Marais, mais aussi un peu plus au nord, et qui décident de se regrouper. Ça, c'est quand même notable, et il faut arriver à comprendre pourquoi ils ont décidé de se regrouper. Alors, il y a un personnage clé dans cette affaire, c'est M. Joseph Landau, qui va être l'âme de ce projet, appuyé et encouragé indéniablement par les rabbins orthodoxes qui souhaitent
qu'il y ait une synagogue orthodoxe, je dirais, un peu reconnue, hein, de sortir de ces fameux petits oratoires. Et cela va engendrer des discussions que j'évoquerai un petit peu, parce que nous avons la chance d'avoir quelques archives sur ce plan, avec le consistoire. Donc, le président Joseph Landau et le rabbin qui va devenir le rabbin de cette communauté, Agudas Akeilos, Joël Leib Herzog, vont vraiment militer, vont essayer de convaincre les communautés, parce qu'il n'y a pas plus divisé que les communautés russes et polonaises de Paris. Hein, ils ouvrent un oratoire quelque part, vous êtes sûr que 2 ans après, il y a déjà une dissidence qui va ouvrir un oratoire dans la rue d'en face. C'est ça à longueur de temps. C'est impossible de faire l'histoire, tellement ils voyagent, tellement ils se brouillent, ainsi de suite. Et lorsque d'ailleurs Landau et Herzog lancent ce projet, on a au consistoire dans les archives une requête, je vais vous la montrer, je peux vous la montrer tout de suite, mais je vais revenir à la chronologie. Vous voyez, cette requête, ce sont des présidents d'oratoires russes ou polonais qui s'insurgent contre le pouvoir que s'attribue M. Landau de vouloir construire une synagogue où il réunirait tout le monde. Hein, il faut avoir cela aussi, je dirais, conscience de cela aussi. Alors, l'association est constituée en novembre 1911. On pose déjà la première pierre le 6 avril 1913. Vous voyez la rapidité. Ils sont pressés. On peut se demander pourquoi, on va y revenir. Or, au moment où ils posent la première pierre, ils sont toujours en négociation avec le consistoire. La CIP, hein, pour ne pas le nommer par son vrai nom, c'est-à-dire l'association cultuelle israélite de Paris, qu'il me fait appeler maintenant Association consistoriale israélite de Paris. Et donc, ils sont en négociation. Pourquoi? Parce que l'idée est venue chez certains que tout de même, cette grande synagogue de la rue des Tournelles est quand même les 3/4 du temps à moitié vide. Elle a été faite en 1800, je vous rappelle, dans les grands travaux de 1800, du Second Empire, puis réalisée évidemment en 1876 et 78. Donc ces édifices, si vous voulez, ont été faits pour les Juifs du Marais qui ont beaucoup migré vers d'autres quartiers, d'abord vers le 9e, puis ensuite, autour de 1900, les migrations, vous savez, aujourd'hui c'est vers le 17e, hein, la grande migration. À cette époque-là, la migration, c'était le 16e. Alors, regardez, il va y avoir une communauté orthodoxe aussi, rue Montevideo, hein, qui a des racines autour de 1900 dans le 16e, donc il y a une migration. Or, cette synagogue, donc les Alsaciens et les Lorrains, si vous voulez, qui la tenaient, ne sont plus très nombreux. Donc, des propositions qui n'émanent pas seulement, d'ailleurs, des milieux, je dirais, russes et polonais, suggèrent que peut-être cette synagogue pourrait servir aux orthodoxes. Mais ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Vous allez le voir, je vais vous montrer 1 ou 2 archives. Donc, première pierre en avril 1913, alors qu'ils sont encore en négociation avec la CIP pour obtenir peut-être ou de l'aide, ou un lieu quelconque, parce qu'ils n'ont pas demandé la synagogue de la rue des Tournelles expressément, mais ça semble une des solutions, évidemment, assez logiques quand une synagogue est en train de perdre ses fidèles. Donc, l'ouverture au culte se fait déjà pour les grandes fêtes de Tishri d'octobre de 1913, et elle est inaugurée officiellement, je vous donne les dates, comme ça on oubliera la question des dates, le 7 juin 1914. Et j'insiste dans mon petit résumé historique, en l'absence des autorités consistoriales. Hein, parce que l'accord n'a pas été trouvé, pour des raisons, je vous en donne quelques... Voilà, une délibération. Alors, oui, c'est là où justement, il faut que je lise ici, parce qu'ici je ne vois rien. Donc, une délibération, si vous voulez, de la CIP avec le grand rabbin Dreyfus, où on dit expressément « Monsieur Landau exprime le plaisir qu'il éprouve à la pensée d'une entente entre le consistoire et l'association dont il est le président. Toutefois, pour que cette entente puisse se faire, la nomination de M. Herzog comme rabbin attaché au temple de la rue des Tournelles lui paraît indispensable. » Et ça sera la pomme de discorde, évidemment, puisque le grand rabbin va rétorquer, mais on ne peut pas nommer un rabbin qui n'est pas français et qui même, surtout, ne parle pas le français. Il ne va tout de même pas faire des prêches en yiddish dans la synagogue de la rue des Tournelles. Et c'est sur ce genre de choses qu'on achoppe. Parce que le consistoire a bien conscience que
cette synagogue n'est plus employée, je dirais, pleinement. En face, une requête, vous voyez, courant 1913, une requête de présidents d'oratoire polonais qui s'insurgent contre l'initiative de Landau. Je l'ai cité, si vous voulez, pour vous montrer que ce n'est pas dans une belle unité, que toutes les communautés orthodoxes russes et polonaises s'associent pour... Non, il y en a 9, les voici. Vous avez le détail là de tous les membres du conseil d'Aguda Sakeilos. Oui, Aguda Sakeilos veut dire tout simplement l'union des communautés. Et là, vous avez la liste des oratoires qui décident de fermer pour contribuer à la constitution d'Aguda Sakeilos et au projet d'une grande synagogue. Alors, on ne va pas regarder le détail de ces oratoires et de ces personnalités, mais il est évident que nous avons affaire à une communauté russe et polonaise et que cet élément a joué, si vous voulez, dans les tensions avec le consistoire. Alors, il y a un document que je trouve très, très intéressant qui a été publié par l'association Aguda Sakeilos, qui, donc présidée par Landau, courant 1913, il annonce la pose de la première pierre. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le deuxième paragraphe. Nous n'aurons plus besoin de nous abriter dans des locaux privés et provisoires où nos enfants refusent de nous accompagner, ce qui les éloigne de notre sainte religion. Nous aurons une grande synagogue construite avec tout le confort moderne. Ce petit paragraphe me semble très très intéressant du point de vue de la motivation pour créer cette synagogue. Il s'agit d'assurer la transmission. Parce que si les Juifs débarqués de Pologne ou d'ailleurs sont encore prêts à aller dans les petits oratoires précaires au fond de cour ou au deuxième étage de je ne sais trop quel bâtiment brinque-ballant du Marais, leurs enfants, parce que n'oubliez, ah oui, je vous montrerai une photo que j'adore parce que montre combien ces gens s'intègrent. C'est pas la vision antisémite, le juif, la houppelande, vous voyez, non, non, ils sont pas ça. Ils ont des chapeaux melons, ils s'intègrent totalement dans la société française, ils deviennent de grands commerçants, ils font des études, et donc ils ont parfaitement conscience, ces hommes d'un certain âge, que les enfants ne vont pas poursuivre, en quelque sorte, dans leur minag, si il n'y a pas, je dirais, si on ne leur offre pas une synagogue digne. Et ça, je pense que c'est intéressant. Alors, l'idée du confort moderne nous amène vers des architectes comme Guimard, et vous allez voir pourquoi. Alors, la première pierre est posée, et on en rend compte dans la presse israélite, avec de manière très très positive. Hein, beaucoup de gens voient ça de manière tout à fait positive, parce que d'une certaine manière, ça atteste aussi leur intégration, leur installation, et qu'ils ne sont pas ces juifs, je dirais, exogènes que l'on présente. Mais bon, on va passer rapidement. Je voudrais m'intéresser peut-être un instant à l'article, toujours dans les archives israélites du 11 juin 1914, un peu après l'inauguration, avec le paragraphe que je trouve tout à fait savoureux, qui est le suivant. Construite par M. Hector Guimard, l'un des créateurs du moderne style. Vous savez, c'était une des appellations qu'il y avait pour l'Art Nouveau, le moderne style. Et je trouve très intéressant cette insistance sur moderne style, puisque c'est la marque de fabrique de Guimard. Donc, les orthodoxes se sont tournés vers un architecte moderne style. Elle est naturellement très moderne, tant par son mode de construction que par sa décoration. Elle a été bâtie en pierre agglomérée creuse, à l'intérieur desquelles une armature en ciment armé a été établie. On reviendra un petit peu sur ces quelques questions, mais ça va expliquer qu'il puisse construire si vite. C'est qu'il a mis en place une société, je vais parler un peu de Guimard, qui justement a l'ambition de construire vite et moins cher, solide, grâce au béton, même si ce béton est un peu déguisé. Et donc, la façade haute de 3 étages nous rappelle ce que l'on peut voir comme maison dernier cri en Allemagne, hein, dans le vestibule. Et on donne les mesures, alors mesures qui ont été souvent reprises, mais je vous rassure, elle ne fait quand même pas 5 mètres de large. Parce que là, franchement, je ne sais pas comment ils auraient pu mettre 2 tribunes. Voilà. Donc, il y a évidemment une erreur, mais c'est amusant parce qu'on retrouve cette erreur un peu partout. Et donc, bon... Les éléments de la description sont plus banals. Alors,
l'objectif aussi, la difficulté pour l'architecte, c'est qu'on lui commande une synagogue dans laquelle vont pouvoir entrer 1000 personnes. C'est énorme, 1000 personnes, surtout quand vous allez voir le terrain. Donc, là encore, des options, si vous voulez, qui vont être déterminées. Et il le dit, hein, d'ailleurs, dans un de ses textes, Landau, on aura 1000 places. Ça donne ça. Ça donne ça. Une photo mal documentée, mais que j'ai trouvée sur le fond du mémorial, tout à fait intéressante, mais qui donne un peu l'ambiance, je pense, hein, de cette synagogue lorsqu'elle était pleine. Elle l'est encore de temps en temps. Hein, pleine. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit un jour de culte, simplement, parce qu'on y fait aussi des fêtes, on y fait des réunions, enfin, ça devient, si vous voulez, une sorte de centre communautaire. Car, bien évidemment, c'est ce que nous allons voir, Guimard va construire certes une synagogue, et on dit toujours la synagogue, mais en vérité, la synagogue, elle est invisible de l'extérieur. Ce que l'on voit en façade, c'est l'immeuble, c'est absolument pas la synagogue. Vous savez, il est de tradition dans l'architecture religieuse que la façade soit un peu le reflet de l'organisation intérieure. Hein, vous avez une grande nef, vous avez des bas-côtés, vous avez des clochers, ainsi de suite, qui vous donnent quand même une idée de comment c'est à l'intérieur. Là, pas du tout. Car, comme ils le disent d'ailleurs dans leur article, c'est un immeuble de 3 étages qui est devant, mais qui a une forme très spéciale, bien évidemment. Mais c'est un immeuble, ce n'est pas une synagogue. Alors, le maître d'œuvre, c'est donc Hector Guimard, que vous connaissez tous. Je rappelle juste 2 ou 3 éléments, et je réponds de manière anticipée, j'essaye de répondre de manière anticipée à la question, donc évidemment, de pourquoi lui, hein. J'ai déjà donné quelques éléments, si vous voulez. Hein. Construire vite, normalement pas très cher, de manière, si vous voulez, pratique, hein, la dimension. Ça, c'est tout à fait intéressant parce que les orthodoxes sont fidèles finalement à la tradition de la synagogue. La synagogue n'a aucune raison d'être un édifice pompeux, surchargé de décors, et ainsi de suite. Ce n'est pas la tradition, c'est l'adaptation, si vous voulez, au modèle qui amène cela. Alors, Hector Guimard, donc, il est né en 67, il meurt à New York en 42, car il a émigré en 38 pour aussi, parce qu'il a senti, avec raison évidemment, les difficultés que sa femme pourrait rencontrer, car sa femme, je cite son mariage en 1909, Adeline Oppenheim, est juive, américaine. Donc il migre aux États-Unis. Cet épisode de son mariage n'est pas neutre du tout, parce qu'à partir justement de ce mariage, il va fonder une société, il va construire son propre hôtel particulier avenue Mozart, il y a quand même un développement de ses affaires, si vous voulez, ou on peut dire peut-être des affaires qui reprennent, grâce aussi à sa femme et à son beau-père, qui, vous voyez, il est dans la constitution de la Société Générale de Construction Moderne en juillet 1910. Alors, Guimard est un architecte compliqué, qui a fait beaucoup de projets qui n'ont pas toujours abouti, qui a essayé de travailler sur des modes très, très modernes de standardisation. Ça n'a pas toujours marché, hein. Il faut bien en avoir conscience, parce que c'est aussi un peu tôt parfois. Alors, je rappelle juste évidemment la question du permis de construire, parce que nous n'avons pas d'archives Guimard sur la synagogue, sauf, je le dis tout de suite, les permis de construire, enfin des éléments du permis de construire, parce que c'est aux archives évidemment municipales, et des bribes, des morceaux, des fragments de quelques dessins liés à la construction qui ont été sauvés, je pense, je sais pas, ou du feu ou de la noyade, enfin qui sont complètement déchirés, qui se trouvent au musée des Arts Déco. Donc on n'a pas l'archive véritablement Guimard sur cette synagogue, ce qui est très dommageable. Parlons tout de même un peu de Guimard. Donc voilà, Guimard, c'est cela. Mais vous comprenez que la synagogue, elle est faite 1913-1914. Là, je vous montre des édifices 1895, c'est-à-dire l'épanouissement majeur de l'Art Nouveau, hein, ou les fameuses entrées de métro, dont on ne s'est pas privé quand même d'en détruire une bonne partie, comme vous le savez, hein, puisqu'il y a eu une désaffection assez tôt pour l'Art Nouveau et, entre autres, pour le travail de Guimard, et qu'il y a une sorte de réhabilitation tardive du travail de Guimard, bien après sa mort. Donc, Guimard, c'est cela, mais la synagogue, c'est pas cela. D'ailleurs, certains spécialistes de Guimard considèrent en quelque sorte que c'est déjà le Guimard tardif. C'est pas très sympathique pour lui, parce qu'on est en 14, hein, quand même, mais que c'est plus les grands édifices, je dirais, de sa période de notoriété. Alors voici un plan très très précieux, puisqu'il est presque unique, qui a été déposé
pour le permis de construire, globalement en avril 1903. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Premièrement, que la façade, mis à part son dessin général, ses proportions générales, n'est pas exactement dans le détail ce qui sera réalisé. Mais ça, c'est fréquent avec les permis de construire. Permis de construire qui a été refusé initialement, mais pour des choses qui n'ont rien à voir avec le style ou avec... C'est pour des questions de local du gardien qui était plus ou moins quasiment comme une cave avec une superficie trop petite. Enfin, c'est pour des problèmes techniques, si vous voulez, que le projet a été d'abord refusé puis seulement accepté un peu plus tard. Je vous ai mis les dates dans le document là. Vous voyez, ça va très vite, hein. Avril. Alors il y a une erreur évidemment. C'est le 18 mars. La demande de permis, et c'est en avril que se produisent les autorisations, et ça se termine en mai. Bon, c'est secondaire, d'autant que ça n'a pas d'incidence, si vous voulez, sur le dessin réel de cette synagogue. Ce plan est difficile à lire un peu, en ce sens qu'il y a à la fois l'élévation, hein, mais aussi le plan de la façade à des niveaux différents. Ce qui vous montre bien, hein, ce qui est noir, si vous voulez, ce qui apparaît en noir sur le dessin, c'est le plan. Parce que il était dans une telle contrainte, si vous voulez, d'espace, qu'il a essayé de donner du mouvement. En même temps, c'est un principe, je dirais, tout à fait art nouveau, cela, de donner du mouvement, comme l'ont fait aussi les architectes baroques. Hein, si vous songez à certaines églises baroques qui ont aussi ces ondulations et qui amplifient en quelque sorte la façade. Et donc, vous voyez, avec des parties entrantes et des parties débordantes, mais pas trop débordantes. Parce que le deuxième problème qu'on avait avec le permis de construire, c'était l'alignement de la rue. Vous avez, si vous connaissez cette synagogue, vous savez tous qu'elle est en retrait. Parce que les immeubles à côté n'ont pas été frappés ensuite d'alignement, parce qu'ils existaient déjà. Mais on prévoyait que si jamais on avait des travaux, on reculerait et on élargirait la rue pavée, qui reste évidemment une rue étroite. Pour ceux qui ont essayé un jour de photographier, c'est mon cas, la façade de la synagogue de la rue pavée, on n'y arrive pas, hein, sauf avec un matériel professionnel sophistiqué. Donc vous voyez, ce jeu de creux et modeste, réduit, hein, entre autres par l'impossibilité de trop déborder sur la rue. Les tables de la loi sont quand même placées au fronton. Ça, c'est quand même, je pense, un des signes forts dans le judaïsme de cette époque, d'avoir les tables de la loi. Et ce qui a marqué tout le monde, bien sûr, c'est le dessin des fenêtres. Dessin des fenêtres qui donne cet élancement tout à fait extraordinaire à la façade. Mais derrière cela, qu'y a-t-il? Je vais vous le montrer avec la coupe. Je vais vous le montrer. Ah non, ça c'est le plan. Oui, un mot sur le plan quand même. Vous la voyez, la parcelle? De travers, et il y a même un angle rentrant à l'intérieur. C'est vraiment très très difficile d'installer un édifice avec une certaine ampleur, accueillir 1000 personnes aussi, avec 23 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment un challenge, comme on dit aujourd'hui, que d'arriver à intégrer cette synagogue. Et vous allez voir que quand on entre dans la synagogue, on est frappé tout de même. Alors par son étroitesse évidemment, mais aussi par sa hauteur, sa dimension harmonieuse. Indéniablement, il a réussi sur ce plan-là, hein, à donner tout de même un espace harmonieux, alors que les tribunes sont jamais exactement de la même taille, qu'il y a cet angle rentrant. Enfin, c'est quand même là, je dirais, sa capacité d'architecte Art Nouveau qui l'a amené, je crois, à arriver à glisser à l'intérieur de cette parcelle vraiment très très difficile, un édifice qui va paraître tout de même harmonieux. Vous voyez, j'ai encore reculé toujours de vous présenter l'édifice lui-même pour vous montrer quelques archives. La coupe, alors là, évidemment, on ne perçoit pas tous les problèmes qu'il a rencontrés, mais je retiens cette coupe parce qu'elle vous montre la partie arche sainte avec la grande verrière que vous avez derrière au-dessus de l'arche sainte, qui était le mode d'éclairage. Parce que vous avez vu l'étroitesse. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas de fenêtre latérale. On est coincé entre les deux autres immeubles. Donc, d'où pouvait venir la lumière? Évidemment, donc, de cette grande verrière au fond de la synagogue, et
vous le voyez ici, très bien, sur la coupe, un éclairage zénital. C'est-à-dire, il y a 3 verrières qui couvrent, hein, on voit les supports, si vous voulez, hein, qui sont en béton, et les verrières qui percent le couvrement, afin d'avoir aussi un éclairage par le haut. Nous y reviendrons sur cette question, j'allais dire presque malheureusement. Cette fois, nous avons, avec la coupe longitudinale, nous avons la clé, si vous voulez, de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez en façade un immeuble avec des étages, avec des bureaux, avec des salles pour faire le Talmud Torah. Voilà. On n'a absolument pas un volume, une façade qui reflète le volume de la synagogue, qui est plus basse d'ailleurs que l'immeuble. Mais vous voyez bien là, je dirais, l'organisation. Le grand mur que vous avez au fond, bah, c'est l'espèce d'angle rentrant. Voilà. Et une entrée qu'il a été difficile de rendre aussi très majestueuse, étant donné que nous sommes dans une entrée d'immeuble. Vous voyez que là, on est à cheval entre l'architecture cultuelle, je dirais la synagogue, qui relève quand même d'un certain type d'architecture à cette époque, et l'architecture domestique. En même temps, ce n'est pas si étonnant, car le domaine de réussite tout particulier des architectes Art Nouveau, c'est bien l'immeuble, la villa, la maison, l'architecture domestique, qui connaît de profondes transformations à cette époque-là. Donc, voilà pour et je vous montre, j'y reviendrai pas, une salle où vous les voyez les fenêtres cette fois. Alors, c'était sombre ce jour-là, mais c'est souvent un peu sombre, hein, parce que ces fenêtres n'éclairent pas très très bien. Donc c'est sur... Ah oui, on est rue Pavée, oui, pardon. La fenêtre est côté rue Pavée, là. Côté rue Pavée. Ah ben, il n'y a pas d'autre fenêtre, si ce n'est la verrière qui est sur un petit jardin derrière, dont je redirai un mot. Donc, mais c'est pour vous dire, qu'est-ce qu'on trouve derrière cette façade, hein? C'est donc bien une sorte quand même d'habillage qui n'est pas tout à fait dans les règles traditionnelles de l'architecture religieuse, cultuelle. Alors, penchons-nous sur la façade de manière détaillée, pour voir premièrement une différence entre le permis de construire, hein, qui conserve bien sûr toute cette, cette tendance à l'élongation et à l'élévation, qui a fait dire par un certain nombre d'historiens ou de commentateurs qu'il s'inspirerait du gothique. On peut, si on veut, évidemment, dès que ça monte, c'est gothique, hein, vous le savez. Je ne suis pas persuadé, mais les liens entre gothique ou néo-gothique et art nouveau sont très étroits. Hein. Ce n'est pas totalement absurde, mais je ne crois pas qu'on ait besoin tellement de cette référence-là pour comprendre la façade. Donc là, vous voyez bien dans cette photo les effets, si vous voulez, donc d'ondulation qui rendent la façade un petit peu plus large, en quelque sorte, ou du moins illusoirement plus large qu'elle n'est. Vous aurez remarqué aussi, mais nous y reviendrons tout à l'heure, qu'il y a 3 portes dans ce grand portail qui portent sur le plan du permis de construire des motifs tout à fait banals, alors que la réalisation est loin d'être banale, mais qu'aujourd'hui nous avons même encore autre chose que ce qui était lors de la réalisation. Et ça, je serai obligé d'y revenir parce que c'est un point à mes yeux important et un peu douloureux pour l'historien, puisque je devrais faire un mea culpa. J'ai écrit une chose fausse, j'ai fait une boulette dans les années 90 et qui s'est reportée. Alors, je tenais beaucoup à cette photo, parce que premièrement, vous voyez l'état ancien du portail, mais aussi vous voyez les Juifs qui fréquentent la synagogue de la rue Pavée. Hein. On est par-dessus des enfants lambda des années 30. Ça, c'est très très important, hein, parce que l'intégration, j'y vois, si vous voulez, un mode d'intégration dans la construction de cette synagogue, se joue aussi parce qu'il y a un désir de ces populations russes et polonaises non pas de s'assimiler, hein, mais de s'intégrer au maximum. Alors qu'à la même époque, on fait des descriptions du Marais, vous savez, absolument abominables, comme quoi il n'y aurait que des juifs guenilleux, et ainsi de suite. Hein. Donc ça, c'est pour moi tout à fait fondamental.
Et parmi d'ailleurs les fondateurs ou les financiers ou les gens qui ont contribué à la construction, il y a des diamantaires de la rue Lafayette. Et il est tout à fait intéressant de voir que lorsque Guimard constitue sa société, je vous ai dit en 1910, cette société, eh bien on y trouve justement quelques diamantaires. Donc il y a peut-être là une connexion qui me semble plus sérieuse que celle qu'on avance presque tout le temps, qui est « il a construit une synagogue ». Ben évidemment, sa femme est juive. Vous savez, comme si ça explique tout. Ça explique même qu'on devienne spécialisé synagogue. Donc voilà, sa femme est juive. Non, sa femme est une juive américaine, complètement émancipée, une artiste, et qui ils vont se marier religieusement à l'église. Donc quand même, voilà, elle est quand même loin des milieux orthodoxes. Qu'il ait eu, je dirais, une sensibilité, un intérêt, une connaissance de ces milieux juifs, je crois. Mais à mon avis, ça place bien plus par les diamantaires de la rue Lafayette, par le milieu et le milieu d'affaires que son beau-père lui fait connaître à Paris, que par ce lien hypothétique de Adeline Oppenheim avec la communauté orthodoxe. Donc, avançons. Voilà, vous avez une très belle photo, et une très belle photo que j'ai piquée sur Internet, là, parce que, je vous dis, elle est impossible à photographier, qui vous montre donc les deux états, et nous reviendrons sur le portail, je vous le promets. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme symbole? Les synagogues, il faut les distinguer par des symboles, surtout quand elles ressemblent tellement à des églises. Si vous ne mettez pas des tables de la loi, dimanche matin, il pourrait y avoir des erreurs. Donc, ici, le seul symbole, c'est l'étape de la loi tout en haut, visible, mais pas non plus très, très, très visible, parce qu'au niveau du portail, il n'y a pas de symbole juif évident. Ces petits triangles peuvent peut-être relever de la culture maçonnique plus que du judaïsme. Oui, parce que vous savez, si vous prenez deux triangles et que vous les superposez, vous obtenez un Magen David. Oui, très bien, mais enfin, ils ne sont pas superposés ici, ils sont séparés, donc c'est un peu énigmatique, pas d'archives. Pas d'explication pour moi, si vous voulez, absolument irréfutable de la présence de ces triangles qui signifient ceci ou cela. Et comme je me méfie beaucoup du symbolisme, je ne m'avance pas. Je constate que ce n'était pas prévu dans le permis de construire, mais qu'elles sont apparues là, et qu'ensuite il y a eu une transformation sur laquelle je reviens un instant avec cette image où on peut comparer vraiment les deux. Alors, évoquons évidemment ce qui se dit. Parce qu'en l'absence d'archives, vous pouvez quand même aussi interroger les gens. Et quand j'avais commencé à m'intéresser à toutes ces questions-là, on m'avait dit « Ah, mais il y a eu un attentat !» Ce qui est vrai. Il y a eu un attentat, vous savez, dans pas mal de synagogues parisiennes. Les sbires de l'oncle et ainsi de suite ont lancé des bombes dans toute une série de synagogues parisiennes en octobre, début octobre, pour les fêtes, bien évidemment, pour les fêtes, début octobre 1941, et c'était une des choses qui circulait, si vous voulez, que eh bien, la synagogue avait été abîmée, et qu'ensuite, quand on l'avait restaurée, on en avait profité, alors je ne sais pas qui, en avait profité pour faire disparaître les triangles, qui n'auraient peut-être pas eu finalement l'heure de plaire tellement aux fidèles, pour y coller cet énorme Magen David. Et pour transformer quand même, évidemment, l'apparence de ces portails. Sauf que semble bien que ce soit une erreur, parce que quand j'ai enfin trouvé un peu des renseignements sur ces attentats, enfin sur cet attentat, il s'avère que c'est derrière qu'un sbire de l'oncle a jeté une bombe par la verrière, et qu'il a donc cassé la verrière et peut-être fait exploser un certain nombre de choses dans la synagogue. Mais ce n'est pas à cette occasion, donc qu'il y a eu un sinistre qui expliquerait une réfection. Alors, on m'a donné une autre version, dont j'ai vu qu'elle devient officielle, puisque même sur le site de Agudas Akeilos, on le signale, en 1934, explosion à la suite d'un accident avec le gaz, et façade abîmée. Ah, ça y est, on a la clé. Alors, soit ils ont attendu plusieurs années, puisque la photo précédente que nous avions est de 37. Soit ils ont attendu plusieurs années pour faire les travaux, soit, une fois de plus, c'est pas l'explication, et il faudrait en trouver une autre que je n'ai pas.
Sauf que j'ai quand même écrit, il y a pas mal de temps, que c'était lié à un attentat de 41, ce qui est évidemment une erreur historique impardonnable. Donc, l'énigme reste, mais par-delà l'énigme, vous allez me dire, mais est-ce que c'est si important? Oui, c'est très important. Parce que moi, je me souviens très bien dans des commissions de monuments historiques ou avec des gens du milieu historique, je disais, quand même, parce qu'évidemment, on va évoquer cette question, il est question de restaurer la synagogue pavée. Restaurer, ça veut dire quoi? Restituer l'état initial, la restaurer pour qu'elle ne s'écroule pas, oui, ça serait déjà bien, mais peut-être on a quand même des éléments de Guimard, on a plein de photos anciennes. D'aucuns, assez puristes, pourraient estimer qu'il serait nécessaire de reconstruire le portail tel qu'il était et d'y inscrire les petits triangles. Et moi, j'étais toujours contre, disant, mais non, quand même, les bâtiments, ça vit, les bâtiments traversent l'histoire, et puis vous n'allez quand même pas demander à des gens d'enlever le Magen David qu'ils ont porté sur la poitrine, et ainsi de suite. Vous voyez, un peu pour avancer mon point de vue. Évidemment, si ce n'est pas l'attentat, si on n'a pas la clé, ça n'empêche que le problème reste, et je le livre évidemment à ceux qui vont s'occuper de cette restauration. Que faire? Que faire? Comment trancher sur ces questions-là? C'est très très délicat, parce que si c'est à la suite des incidents de 34 par là, ça veut dire que même pas 20 ans après, ils veulent se débarrasser des triangles. Alors, au demeurant, sans en demander l'autorisation à Guimard, qui est vivant, et il est à Paris encore, donc, mais bon, je pense qu'ils ne savent pas trop comment ça se gère, un bâtiment. Donc, ils font un peu ce qu'ils veulent dans cette synagogue. C'est un peu le problème, vous allez le voir. Ils ont longtemps fait un peu ce qu'ils voulaient. Maintenant, s'il y a cette perspective de restauration, de reconnaissance, si vous voulez, comme monument historique, pas simplement inscrit en partie à l'inventaire supplémentaire, vous voyez, cette synagogue n'est pas protégée comme elle le devrait. C'est tout à fait clair, me semble-t-il. Donc voilà, je vous livre les hypothèses, les erreurs même des historiens qui se colportent, ou des témoins, enfin pas des témoins, mais des gens de cette communauté qui racontent ceci ou cela, et qui nous posent vraiment problème, je dirais, et là, presque un problème moral. On va avoir des problèmes techniques, mais là, c'est un problème, je dirais, plus moral. Peut-on enlever un Magen David sur la façade d'une synagogue de juifs russes et polonais, dont tellement nombreux sont ceux qui ont été emmenés dans les camps. Entrons enfin, je sais que vous l'attendez avec impatience, entrons enfin dans cette synagogue, voyons comment ça s'organise. Alors, j'ai fait exprès, évidemment, de faire un découpage de photos, significatif, mais c'est vous dire que c'est tout juste si, comme à Naples, on ne peut pas se serrer la main, vous voyez, d'une tribune à l'autre. Voici l'entrée. Entrée très modeste, qui conserve quelques éléments Art Nouveau, cette fois dans les boiseries. Alors, j'ai mis exprès aussi une photo qui doit dater de 2000 à peu près, parce que c'était la photo qui était dans mon guide du patrimoine juif parisien, le fameux où j'ai encore colporté l'erreur de 1941 sur la façade, parce qu'il y avait une inscription hébraïque que je n'ai pu retrouver. Là encore, comment vous gérez cela, hein? Est-ce que cette inscription est très ancienne et qu'ils ont décidé dernièrement de l'enlever, auquel cas il est peut-être légitime de la remettre? Parce que vous savez, les architectes des bâtiments, enfin pas tant les architectes des bâtiments de France que les architectes chargés du patrimoine qui se mettent à restaurer les synagogues, sont parfois très très puristes. À Lille, je viens de voir une restauration, à Lille, l'inscription initiale était en hébreu. Et puis ils ont décidé, au-dessus de l'Arche Sainte, et puis ils ont décidé de la mettre en français. Eh bien, l'architecte a imposé le retour à l'hébreu, parce que en 1891, voilà. Donc, vous voyez, ce sont des questions assez grandes. Alors, vous voyez une entrée très très simple, avec, j'ose le dire, 2 réverbères et des éléments, si vous voulez, de boiserie agrémentés de quelques références aux 12 tribus, qui est un peu un classique du symbolisme, si vous voulez, dans les synagogues. Vous avez ça rue Notre-Dame de Nazareth, par exemple. Voilà. Mais donc, vous voyez combien c'est simple. Sur les côtés, les escaliers d'accès
aux tribunes. C'est vraiment très très simple, même du point de vue, si vous voulez, comment dire, du mobilier, des éléments qui pourraient justifier aussi comment dire, l'appellation Art Nouveau. Il n'y a pas tellement d'éléments, me semble-t-il. Alors voici enfin la salle, l'ensemble de la salle. Alors, étant donné que c'est une synagogue orthodoxe, malgré l'exiguïté et l'étroitesse de ce qu'on va appeler la nef, si vous voulez, la théba est au centre de l'édifice. Hein, il y a encore des bancs devant. Pourquoi? Parce que ça, c'est un des deux principes majeurs, pas d'orgue et théba au centre des fidèles, au milieu des fidèles. Pour autant, les bancs sont quand même disposés comme dans les synagogues consistoriales, c'est-à-dire transversaux, pour des raisons de place. Parce que les synagogues traditionnelles sur plan centré, avec une grosse théba au centre, si vous voulez, avaient des tables, des pupitres, des sièges, parfois très fréquemment, ils étaient amovibles, vous voyez, autour. Mais vous ne placez pas énormément de fidèles, ou bien dans certaines synagogues de campagne où c'était juste des sièges le long du mur. Hein. Là, évidemment, pour arriver à 1000 places, il est obligé de densifier le rez-de-chaussée et de faire 2 étages de tribunes, dont on dit que le premier étage était réservé aux femmes et le deuxième aussi, de nouveau, pour les hommes. Donc, une théba au centre qui, alors cette fois, porte un mobilier, je peux appeler liturgique, si vous voulez, tout à fait intéressant. On va s'y attarder un petit peu. Une réflexion sur l'éclairage zénital, c'est-à-dire, vous voyez, ces verrières que vous avez donc dans le couvrement de la nef, là, qui n'éclairent rien du tout. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont eu... Alors, quand je dis il, ça veut dire la communauté Agudas Akeilos, à une époque... c'est pas Joseph Landau qui est responsable de ça, pas du tout. Lui, il a créé la synagogue, et j'espère qu'il n'aurait pas accepté ce que ses descendants ont fait, qui a été d'installer au-dessus de la synagogue. Vous vous souvenez du plan tout à l'heure? De la coupe, pardon. Vous voyez? Comme ce n'est pas aussi haut que l'immeuble, ils ont eu l'idée lumineuse d'installer une salle de cours, de conférences, et ainsi de suite, au-dessus de la synagogue. Et ils ont donc bouché l'éclairage zénital. Là, évidemment, puisque j'ai déjà parlé restauration, retour à l'original, et ainsi de suite, voilà aussi une belle question à se poser. Que doit-on faire pour cette salle? Alors, qui est accessible, vous allez le voir après, par un escalier latéral du fait qu'ils ont acheté l'immeuble à côté. Hein, il y a une petite cour. Donc, vous voyez, c'est un dossier, à mes yeux, très complexe. La conception de Guimard n'a pas toujours été donc respectée au nom, si vous voulez, de la densité de cette communauté, du grand nombre de fidèles de cette communauté, des aspects pratiques, car j'avais déjà esquissé cette réflexion tout à l'heure, mais elle est fondamentale. Qu'est-ce que c'est qu'une synagogue? Qu'est devenue la synagogue en France dans le système consistorial? C'est devenu le lieu de culte symbolique dans lequel les fidèles vont aller pour le culte et qui, dans la ville, parce qu'on si possible quand même, elle a une place dans la ville, une visibilité dans la ville, qui est presque le symbole, si vous voulez, de l'intégration des Juifs dans la cité. Vous voyez bien qu'on est bien au-delà de la fonction pratique de la synagogue. Mais qu'est-ce que c'est qu'une synagogue en Pologne, dans un shtetl quelconque, ainsi de suite? C'est d'abord une salle qui va servir à plusieurs choses, à l'étude. Si on fait une réunion, on va la faire là aussi, ainsi de suite. Et ce côté-là, on le retrouve à Pavé. Mais avec tout de même le désir d'avoir une belle et grande synagogue confortable, moderne, mais qui offrirait quand même tous les éléments de ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appellerait aujourd'hui un centre communautaire. Car vous voyez bien, évidemment, que c'est justement à cette époque que se joue je dirais, une sorte de débat entre la synagogue représentative, mais de plus en plus souvent vide, mais il y a les grandes fêtes, et puis si on doit recevoir le préfet quand même, il faut une belle synagogue, et puis les fonctions
éducatives, sociales, diverses que porte une communauté et qui doivent s'installer dans des locaux. Et ces locaux, parfois, vous avez à côté une sorte de centre communautaire ou de maison communautaire. Là, vous avez la maison communautaire devant. Bon, ce n'est pas le tout premier exemple. Si parmi vous, il y a des gens qui connaissent la synagogue, l'ancienne, bien sûr, la synagogue de Lyon, savent très bien que tout ce que les Lyonnais désignent sur le quai Tilsit comme la synagogue, ce n'est pas la synagogue, c'est le bâtiment consistorial. Car la synagogue, elle est derrière, sur une petite cour, avec une magnifique façade romano-byzantine, que personne ne voit jamais, et qui est sur une cour de, alors là, 3-4 mètres de profondeur. Donc, vous voyez, l'idée d'associer toujours des fonctions sociales, éducatives, pour le Talmud Torah, bien sûr, en particulier, mais pas seulement, à une synagogue, a engendré des solutions diverses. Ici, ça s'imposait complètement, puisque ces communautés assurent des fonctions bien au-delà du culte. Bien au-delà du culte. C'est pour ça que parfois on parle d'israélitisme, si vous voulez, pour le judaïsme français du 19e siècle, c'est-à-dire le judaïsme réduit à la dimension confessionnelle. Le rituel du samedi, voilà. Donc ici, on est confronté, mais en même temps, le désir profond de ces communautés orthodoxes d'avoir une belle et grande synagogue, un peu à la manière tout de même des gens des consistoires. Alors, pardon, c'était sur cette photo que je m'étais arrêté tout à l'heure et j'étais revenu en arrière pour vous montrer donc, le système de construction. Donc, alors, bien sûr, le béton sert aussi, parce que imaginez que vous deviez construire en pierre sur cette hauteur, il y a 13 mètres de haut, sur cette hauteur, vous auriez des piliers absolument monstrueux qui encombreraient totalement l'espace. On ne peut construire ce type d'architecture que par des structures métalliques ou des structures béton. Ça aussi. Là encore, on retrouve la modernité, les capacités justement de Guimard, adaptées à la demande, en quelque sorte, de densifier à ce point un espace aussi étroit. Je vais dire quelques mots ensuite du décor. Je ne voudrais pas trop m'attarder. Alors, vous voyez, lorsqu'on est sur la tribune donc, qui fait face à l'Arche Sainte, là, on s'aperçoit, par exemple, qu'au fond, il manque un morceau et qu'on est directement sur l'Arche Sainte. Il n'y a presque pas d'espace, que les tribunes n'ont absolument pas des plans rectilignes, rectangulaires, tout à fait réguliers, mais ils jouent, si vous voulez, sur les tribunes pour arriver à ce que l'axe principal soit quand même très clairement aligné et avec une symétrie, mais qui ne joue, je dirais, que pour l'œil quand on est dans la travée centrale. Sur les côtés, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, vous voyez, il y a des aménagements de détail, parce que certaines parties des tribunes ont été transformées en salles. C'est le revers, évidemment, de lieux vivants, de lieux dans lesquels on veut pratiquer toute une série d'activités diverses et variées, et les quelques salles qu'il y avait dans l'immeuble, si vous voulez, qui est vraiment devant, les 3 étages, ne suffisaient pas. D'où l'annexion de certaines parties des tribunes pour en faire des salles de cours, et l'idée, évidemment saugrenue, d'aller placer une salle au-dessus de la synagogue de la rue Pavée. Alors, quand on est à l'intérieur, c'est un peu un dédale, d'une certaine manière, puisque vous voyez, de la tribune, vous trouvez un autre escalier qui monte, et puis il y a une paroi qui a été installée. Alors, oui, j'ai insisté évidemment sur le rôle puisque j'en profite, puisqu'il y a la photo de la plaque commémorative de Joseph Landau, j'ai insisté évidemment sur son rôle de président fondateur. Il est intéressant de voir que les plans du permis de construire sont aussi signés J. Landau. Donc il est vraiment très très impliqué dans le suivi du projet. Pas le rabbin, par exemple, vous voyez, c'est ce qui est logique d'une certaine manière. Il est aussi lui-même un des gros donateurs pour cette construction. Donc il y a toujours cette plaque
en forme de table de la loi qui lui rend hommage. Et si je vous montre cette photo, ce n'était pas tant pour cela que pour vous montrer évidemment comment au deuxième étage, on a déjà complètement muré hein, la partie tribune pour agrandir les salles derrière. Et voilà la cour sur le côté, parce que c'est le 8. La communauté, dans les années 50, a eu l'opportunité d'acheter l'immeuble à côté, avec cette cour, et donc d'y installer une école et une tour d'escalier pour accéder, je pense, à la salle qui est au-dessus. Mais vous voyez, je parle, mais avec presque des doutes, puisque je n'ai jamais pu entrer dans cette salle qui est là-haut. Hein. Parce qu'il semble que ce n'est pas directement la communauté qui la gère. Enfin bon, c'est vraiment très très compliqué hein, comme situation. Donc, est-ce qu'on peut monter par l'intérieur ou est-ce qu'on monte par l'extérieur? Je vous avoue, je n'ai pas le détail. Alors, quelques éléments sur le mobilier, parce que c'est évidemment là aussi qu'on attend Guimard. Au-delà, si vous voulez, de la structure béton-pierre, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire cette structure béton est un peu emballée dans une sorte de fausse pierre avec des joints, des faux joints. Enfin, quelques éléments sur le mobilier. Donc, la Théba, ou Bima, ou peut-être devrais-je dire Almémor, pour des juifs venant d'Europe de l'Est, centrale, magnifiée évidemment par des éléments, par des luminaires du dessin de Guimard. Là, nous touchons tout de même à quelque chose d'important. Toute la synagogue est évidemment du dessin de Guimard, vous allez le voir, mais il a aussi donc introduit et dessiné, comme c'est le principe pour les architectes Art Nouveau, hein, comme vous le savez, de la maison à la petite cuillère et à la robe de madame, hein, c'est l'œuvre d'art totale de l'architecte Art Nouveau. Eh bien là, on a quand même une forme tout de même d'unité dans cette synagogue. Il y a un seul élément qui n'est pas dans l'unité, je vous le montrerai après, une sorte d'unité, je dirais, stylistique, si on veut employer ce mot-là, même si ce n'est pas très très adapté, mais esthétique, plastique, parce que tous ces éléments, tous les décors, tous les stucs, tout cela est donc dessiné par Guimard. Au fond, l'Arche Sainte, et devant l'Arche Sainte, une sorte de pupitre, nous allons le voir de plus près, qu'il s'appelle Hamoud, et qui sert donc aux lectures, hein, où se tient celui qui officie, et donc qui, lui, n'est pas dessiné par Guimard, vous allez le voir quand on le verra de plus près. Hein, donc c'est un élément, je dirais, peut-être c'est l'élément le plus significatif de l'identité des fidèles de cette communauté que ce meuble. Alors oui, on a beaucoup insisté aussi chez les commentateurs sur le côté vague du dessin des dossiers des bancs, ce qui est effectivement très, très beau, mais j'en reste là. Hein. Ensuite, je ne me lance pas dans une valeur symbolique de ces vagues à l'intérieur de la synagogue de la rue Pavée. Je laisse votre imagination suivre cette suggestion poétique. Alors, voilà le meuble, tout à fait intéressant. Alors là, oui, on est en néo-gothique, si vous voulez, hein, mais on voit bien que là, c'est pas Guimard. Hein. Donc le jour où j'ai fait cette photo, malheureusement, il y avait une espèce de panneau de bois qui masquait une grande partie, mais grâce à Neil Folberg, qui a fait un très beau livre sur les synagogues du monde, qui est un très grand photographe aussi, nous avons le détail sur lequel on peut s'attarder un instant, parce que pour moi, donc je le disais, c'est quand même là que s'affirme l'identité russo-polonaise, si on peut dire cela, de cette synagogue. Parce que tout le reste, je veux dire, c'est du Guimard, voilà, il n'y a rien de spécifique. Là, on a quelque chose de spécifique. Pourquoi? Eh bien, parce que le dessin de ce petit meuble, l'usage de ce petit meuble et les décorations et symboles qui sont sur ce petit meuble sont assez typiques des synagogues d'Europe de l'Est.
Entre autres, on ne va pas rentrer dans tous les détails, la phrase hébraïque qui est inscrite, c'est une phrase absolument traditionnelle, plutôt à l'entrée des synagogues. Mais vous avez bien compris qu'il n'y a pas de symbole juif en dehors des tables de la loi. Ça, je trouve ça très intéressant parce que là, ils suivent en quelque sorte le modèle consistorial. Hein. Pas d'affirmation, si vous voulez, à l'extérieur d'une judéité de l'édifice trop marquée. En revanche, ici, nous retrouvons la phrase qu'on trouve souvent donc, sur les façades, une phrase de Jacob, hein, au moment du songe de Jacob, qui dit oui, voici la porte de l'Éternel, les justes la franchiront. Donc, alors ça, bien sûr, mais ça, je dirais, c'est assez courant, mais ce qui est spécifique, ce sont les lions. Et puis tous les petits détails, si vous voulez, qui sont inscrits dans le panneau central, qui là viennent directement de la culture juive d'Europe de l'Est. On n'a pas ces lions-là, logiquement, dans les synagogues consistoriales. Hein. En revanche, alors, on peut se poser une question, je soulève encore une question, parce que je n'ai pas la réponse, donc je soulève surtout les questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Est-ce que cet élément de mobilier ne vient pas d'un oratoire? Parce qu'il est très fréquent que pour marquer, si vous voulez, la continuité entre un oratoire et une synagogue lorsqu'il y a construction, ou bien quand il y a déplacement, on transporte des éléments de mobilier. Les oratoires dont je vous parlais en introduction, qui ne cessent d'ouvrir par-ci, par-là, sont familiers de ces déménagements, si je puis dire, de mobilier. Parce qu'il est tellement incongru, il n'est tellement pas, je dirais, du dessin de Guimard, enfin, ou alors je renonce en quelque sorte à dire quoi que ce soit sur l'art nouveau. Hein. Mais vous voyez, le fronton néoclassique, les colonnes, les lions, tout ça. Je suis persuadé que ça pourrait être un meuble qui vienne d'un oratoire. Ce qui lui donne encore plus de valeur, à mes yeux, si vous voulez, parce que non seulement il est plus ancien, mais qu'il marque aussi cette présence de la culture juive, russe et polonaise, au sein de cette synagogue qui est moderne style, comme disait le journaliste des archives israélites. Donc ça me semble quand même un élément. Mais je n'ai pas de réponse, et je ne sais pas s'il existe des archives dans la communauté qui pourraient nous permettre de savoir cela. C'est souvent les commentaires d'époque. Hein. Par exemple, lorsque les juifs de séfardi de la rue Buffo quittent la synagogue rue Lamartine, hein, pour ensuite se transférer donc rue Buffo, eh bien, ils donnent le mobilier à la synagogue d'Arcachon. Bon, dans des circonstances que je n'évolerai pas, puisque ça c'est lié au personnage d'Osiris, qui à mon avis a fait une tractation pour avoir un mobilier gratuit. Ça c'est un autre problème. Donc, voilà. Regardez aussi les ferronneries le long de la partie cultuelle. Hein. Elles ne sont pas très art nouveau non plus. Hein. Il y a là quand même des éléments qui peuvent peut-être venir d'ailleurs. Mais vous voyez combien cet édifice, alors qu'il est tellement célèbre, c'est Guimard. Vous voyez, alors, certes, je vous l'ai dit, je n'ai pas fait les recherches pendant 10 ans sur cet édifice, mais soulève beaucoup de problèmes. Alors, quelques réflexions sur le décor et qui vont aller dans le même sens encore, de la méconnaissance dans laquelle on est de l'état de cette synagogue, précédemment à celui que nous connaissons aujourd'hui. J'ai déjà mis en ouverture ces éléments, vous voyez, ce type de... Alors, sur les stucs, pas de doute, on est vraiment bien dans des stucs dessinés par Guimard. Mais ces peintures, qu'en est-il de ces peintures? D'où elles viennent? J'ai tellement vu dans ma très longue carrière de synagogues peinturlurées par les fidèles, si vous voulez, pour faire beau, parce qu'ils aiment ça, parce que voilà, que j'ai des doutes. Est-ce que c'est vraiment comme cela que Guimard avait conçu les décors? Et c'est très important parce que tout l'ensemble est dans je dirais dans cette bichromie en quelque sorte du blanc des stucs et des peintures qui recouvrent même des parties béton, et ces rehauts dorés
qui ne sont pas d'ailleurs au demeurant désagréables à l'œil, mais dont je me permets quand même de m'interroger sur leur... Quelle peinture? De quelle peinture? De quelle peinture? Oui, ça c'est le décor. Oui, c'est le décor. Oui. Mais c'est un décor peint. Il y a des stucs. Le stuc, c'est la sculpture, si vous voulez, qui est faite avec une sorte de plâtre, si vous voulez, moulé. Hein, les stucs sont moulés. Et ensuite, mais si c'est tout blanc, on voit rien. Oui. Mais ensuite, c'est rehaussé de peinture dorée. Oui, mais les fleurs, c'est l'art floral, c'est une des caractéristiques de l'art nouveau. Ah, mais absolument. Ah oui, 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 mais ça... Non, non, j'ai pas mis du tout en doute les stucs. Je m'interroge, je ne mets même pas en doute, je m'interroge, si vous voulez, sur les peintures dorées qui sont venues rehausser et donner évidemment à voir d'une certaine manière, parce que quand vous regardez de près, c'est parfois un petit peu étonnant, d'une certaine manière, qui mettent en valeur, je ne le nie pas du tout, les stucs, mais j'ai quand même quelques doutes. Mais voilà, oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Non, non, mais je crois que je suis dans les temps. Hein. Oui, 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 ça va. Oui, non, puis je ne veux pas... trop... Pardon. Oui, donc voilà. Alors, donc ces peintures sont répandues dans toute la synagogue et lui donnent en grande partie son caractère. C'est pour ça, c'est tellement important. Ça a pris une telle place, si vous voulez, dans la décoration, parce que ils ne vont pas aimer cela à la régie, mais je vais me déplacer. Ici. Regardez. Vous voyez ce que je viens de vous montrer là sur le... C'est pas peint. Il n'y a pas de rehaut. Pourquoi? Pourquoi? Alors, ils l'ont fait sur tous les éléments de structure, à certains endroits. Mais les architectes qui sont chargés de tout ce chantier vont certainement trouver la solution. Donc, les appliques, alors là aussi, sont vraiment du Guimard. Hein. La synagogue, quand je fais cette réflexion, si vous voulez, ce n'est pas du tout pour mettre en doute l'authenticité ou la qualité, évidemment, de cette synagogue, tant dans sa structure que dans son décor, qui sont vraiment de Guimard, je vous dis, hein, de A à Z. C'est comment on restitue en quelque sorte ces éléments-là, parce que, bien sûr, les luminaires, les appliques, tout cela sont des dessins de Guimard. Mais je vais apporter tout de même aussi une précision, c'est que ce ne sont pas des choses qui ont obligatoirement été dessinées pour la synagogue. Car nous sommes rentrés dans une période, et c'était d'ailleurs un des arguments de vente de Guimard dans sa société de construction moderne, hein, c'était de faire de la standardisation et d'utiliser des éléments qui étaient préfabriqués. C'est une époque où on cherche beaucoup autour de cela. Cette synagogue est aussi le produit de cette logique de la préfabrication ou de l'usage d'éléments de décor qui viennent de catalogues. Je vais vous le montrer. Là, on a la preuve, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais une fois de plus, c'est du Guimard, hein, sans aucune équivoque. Ce qui n'est pas toujours très visible, qui n'est pas d'ailleurs aussi toujours d'une... c'est certaines balustrades, enfin, il y a peut-être eu quand même aussi un peu de modifications, et surtout des modifications aussi, parce que j'avoue ne pas savoir très bien quel était le mobilier dans les tribunes. Parce que j'ai souvenir... Vous savez, la synagogue de Guimard, dès que vous dites synagogue de Guimard, tout le monde lève l'oreille. Et un jour, on me téléphone, ils sont en train de jeter des bancs par les fenêtres à la synagogue de la rue Pavée. Donc évidemment, tout le monde est en émoi, et il s'avère qu'ils étaient bien en train de jeter des bancs. Sauf que c'était des bancs de cinéma qu'ils avaient achetés à une époque, qu'ils avaient dû installer dans un endroit et dont ils se débarrassaient, et il n'y avait pas à y trouver là un scandale, si vous voulez. Mais vous voyez comment c'est délicat, parce que je ne sais pas très bien comment était le mobilier des tribunes. Vous voyez, hein, c'est beaucoup d'inconnus, hein, quand même. Alors, si on se rapproche, on voit bien quand même que ces peintures ont été faites de manière un peu rapide, enfin... voilà. Vous avez compris qu'elles
elles ne me plaisent pas tant que ça, ces peintures. Il y a quelque chose qui me chagrine, et j'attends avec impatience, évidemment, les analyses des architectes, s'ils font des analyses de pigments et de choses comme ça, pour savoir ce qu'il en était. Parce qu'on enduit tellement facilement ce type de, comment dire, de stuc Art Nouveau. Hein. Alors, voilà. Et donc, je voulais vous démontrer, peut-être pas sur ces appliques, mais voilà. Vous voyez ? On a, alors là, c'est absolument attesté, et je vous dis, ça faisait partie de l'argumentaire de Guimard. Je peux vous installer donc des garde-corps avec de très belles ferronneries, mais ces ferronneries, c'est des ferronneries réalisées donc... Ah, mais je l'avais mis dans la petite biographie de Guimard au début, j'ai oublié de le commenter. J'avais signalé qu'en 1907, il dessine pour les fonderies de Saint-Dizier toute une série d'éléments, donc de fonte, que l'on va retrouver dans certains de ces immeubles, qu'il était aussi censé vendre d'ailleurs à d'autres architectes et d'autres entrepreneurs, hein, puisqu'il n'y avait pas d'exclusivité sur l'usage. Ce n'était pas obligatoirement dans un bâtiment de Guimard qu'on devait trouver ces ferronneries, étant donné qu'il les avait réalisées, dessinées pour les établissements, donc les fonderies de Saint-Dizier, et aussi des fonderies juste à côté de Saint-Dizier du Val d'Aune, mais sans exclusive. Bien évidemment. Il aurait même certainement aimé qu'elles ne soient beaucoup plus diffusées qu'elles ne l'ont été. Mais là, vous avez la preuve, en quelque sorte. Parce que oui, comme je l'ai dit dans l'introduction, je n'ai pas remis de précision sur la nature des deux documents en noir et blanc que vous avez à côté, et qui sont des extraits de ce catalogue de 1907. Et qui vous montrent que, en haut, il utilise ce qui apparaît dans le catalogue comme palmette. Donc il peut s'employer à divers endroits, hein, mais c'est bien exactement la même. Et ce panneau central de balcon, là aussi sur un balcon, entre guillemets, sur ces tribunes, qui est intégré, donc il y en a toute une série qui sont intégrés donc, dans les balcons des tribunes, dans les garde-corps des tribunes qui ont été rehaussés. Hein. Là aussi, je soulève ce problème pour les architectes restaurateurs. Je pense qu'il y a eu des rehaussements. Enfin, vraiment, là aussi, la question est très complexe. Plus étonnant, peut-être, et plus cocasse, si je puis dire, c'est cet entourage de tombes, hein, parce que Guimard vise aussi, et les fonderies de Saint-Dizier visent aussi l'usage dans les cimetières de faire, si vous voulez, des décorations, des mises en valeur des tombes par des ferronneries. Hein, c'est un grand développement, vous savez, de la ferronnerie Art Nouveau. Et donc voilà. Or, Guimard utilise ici donc, des ferronneries prévues dans le catalogue pour entourage de tombes pour souligner. C'est tout à fait de qualité. Hein. Là encore, ça n'enlève rien à la qualité, évidemment, des dessins, à la qualité des usages qu'il a pu avoir de ces éléments préfabriqués pour les intégrer. Vous comprenez aussi pourquoi il a pu, d'une certaine manière, faire poser la première pierre en avril et que l'édifice de culte, et c'était... J'ai pas le contrat, mais on sait d'après quelques éléments de correspondance que la communauté souhaitait célébrer les fêtes de Ticherie de 1913 dans l'édifice, ce qu'ils ont fait. Alors évidemment, il y a eu des travaux ultérieurs et des achèvements, puisque l'inauguration officielle n'a eu lieu donc en 1914. Voilà, donc je termine sur cette image pour garder peut-être quelques minutes pour des questions ou des réflexions. L'élément, oui, je n'ai pas commenté, ce qu'ils appellent frises courantes, ce sont des petits éléments qu'on peut, je ne dis pas clipper, ce serait quand même excessif, mais visser sur les montants d'escalier. Celui-là, ceux que je vous montre en photo, là, sont dans l'escalier, pas du tout dans la partie culte. Vous voyez, il y a quelques éléments comme ça qui se promènent dans
dans les parties, je dirais, j'allais presque dire les parties communes de la synagogue, c'est-à-dire toute la partie antérieure avec les salles, les escaliers qui ne sont absolument pas d'une... Quand on songe aux escaliers que dessine Guimard dans certains castels Béranger ou ailleurs, les escaliers là sont absolument terribles. C'est vraiment de la ferraille et compagnie, quoi. Donc il y a vraiment des parties un peu décevantes, si vous voulez, dans cet édifice. C'est tout à fait clair. Merci. Merci beaucoup. Merci Dominique. C'était absolument passionnant, autant d'ailleurs par les informations que vous nous apportez que par les questions que vous posez. Et les questions qui se poseront, on l'espère, aux restaurateurs, puisque ce qu'on peut espérer vraiment vivement, vu l'état absolument affligeant de la façade, en tout cas, pour ce que j'en connais personnellement, on peut espérer qu'un travail de classement et de restauration se fasse. Le temps que le micro circule, moi j'ai une question sur le décor qui jouxte les triangles de la façade sous les impostes. Il y a une espèce de frise à droite et à gauche des triangles. Comment vous l'interprétez ? Et puis ensuite, une question au premier rang, madame. Voilà, exactement. Les éléments qui sont juste à côté des triangles, vous voulez dire ? Sur ces impostes ? Oui. Ah, mais je ne sais rien. Voilà. Non, mais très bien. Non, mais j'ai déjà annoncé ma grande réticence au symbolisme, parce qu'il est évident que si on cherche, on va trouver quelque chose. Mais je n'ai pas d'éléments, si vous voulez, qui me viennent de l'architecte. Comprenez, quand un architecte me fait un devis et qui me dit « je vais dessiner les fenêtres de la façade », j'ai ça à Bordeaux, les fenêtres de la façade en forme de bonnet d'aron. Ah bah, ravi, là. Alors là, j'abonde complètement. Pourquoi le bonnet d'aron, c'est-à-dire vous savez, le pauvre rabbin Sinsheim, en 1808, avait été affublé d'une sorte de toque avec deux... bonnet d'âne, quoi. Au deuxième étage du musée de l'art et d'histoire du judaïsme. Vous l'avez ici, il y a un très très beau portrait de Sinsheim. Quand on me dit ça, et que ça émane de l'architecte, qui lui-même a cherché ce symbolisme, et qui me... Mais sinon, je n'oserais jamais dire ça, vous voyez. Là, dans tous ces éléments, et même pour les triangles, j'ai pas de clé, si ce n'est de dire, évidemment, qu'on a plutôt l'impression d'être dans la culture maçonnique. Attendez, il y a... Madame, au premier rang. Oui. Gardons un peu de temps pour les questions. Oui, bonjour. Je voulais juste faire un point d'organisation. On est une bonne douzaine à nous être présentés devant la synagogue. Et grâce à l'esprit d'une femme qui a eu l'idée, on est venu ici, donc on est arrivé très en retard. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas visiter la synagogue. Vous l'avez peut-être dit au début. Non. Ah non, alors là aussi je me garderai bien, parce que je ne suis pas représentant de Agudas Akeilos. J'aimerais bien d'ailleurs avoir des accointances avec cette association. Alors attention. On a compris, madame, la question, je crois. Allez-y, Dominique. Je réponds à la question parce que pour moi c'est une question aussi fondamentale. Ça fait 40 ans que j'étudie les synagogues, c'est pour qu'on les visite. C'est pour faire du tourisme de synagogue, pour que les non-juifs en particulier rentrent dans les synagogues, parce que c'est pas interdit. Première chose, c'est pas interdit. Vous savez, dans les mosquées, c'est pas toujours simple. Bon, enfin, rue Pavée, il ne faut pas dire que ça ne se visite pas. Il y a des visites organisées, mais il faut effectivement demander. Il faut les comprendre, parce que le premier juif américain qui débarque à Paris, qu'est-ce qu'il va voir ? La synagogue de Guimard, et il sonne. Bah oui, mais c'est peut-être pas non plus un... Si vous... Alors si un jour c'est un monument historique, et ainsi de suite, peut-être qu'il y aura un service dédié à cela. Mais là, sur ce plan, je le défends beaucoup, si vous voulez, parce que moi-même, j'y suis allé plusieurs fois. On peut visiter seulement. On prend rendez-vous, on s'organise, et ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Dominique, il nous reste à vous remercier infiniment. J'ai omis de dire tout à l'heure... que vous aviez été le commissaire d'une exposition sur l'âge d'or des synagogues au musée d'Orsay. Je la mentionne, bien qu'elle ait eu lieu en 1991, parce que ce type d'exposition sur le judaïsme dans les musées français est tout de même extraordinairement rare. Ça avait fait l'objet d'une publication dont vous nous disiez tout à l'heure que vous aimeriez la rééditer et la mettre à jour. Après votre conférence, on ne peut que le souhaiter. Voilà. J'ai aussi omis de dire que vous êtes un spécialiste d'Édouard Moïse, auquel vous aviez consacré une exposition ici même.
Voilà, la prochaine séance du cycle Art et archéologie du judaïsme aura lieu le 25 mai avec notre conservatrice de la collection moderne et contemporaine, Pascal Samuel, et sera consacrée à Issachar Berribach, dont vous pouvez voir actuellement un certain nombre d'œuvres au premier étage et au deuxième étage du parcours permanent. Merci infiniment.